Jean-Pierre Escarfaille, vous entendez Stéphane Bourgoin. Le FNEG, vous avez rappelé effectivement, est une grande avancée. Le Salvac aussi, vous avez dit, qui est un fichier. Est-ce que la question que se pose souvent le grand public sur ce type d'affaires, est-ce que nous avons en France, comme on voit souvent dans des séries, notamment américaines, ces professions d'enquêteurs, de profilers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'analyse comportementale. Est-ce que ça existe chez nous aujourd'hui? Jean-Pierre, vous avez... Je pense que ça existe. C'est pas toujours très bien vu. Oui. Il y a une certaine jalousie qui peut se faire jour. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes en France qui ont adopté cette méthode d'essayer de trouver à travers les comportements généraux... Les scènes de crime qui décrivent un comportement ou une personnalité criminelle. Exactement. Qui permet de faire des rapprochements. Tout à fait. En particulier, bien sûr, la manière dont les personnes sont assassinées. Est-ce que vous êtes appelé quelquefois par les enquêteurs, Stéphane Bourgoin, pour porter ce regard d'analyste comportementale? Oui, mais bien sûr, mais je ne suis pas assermenté, donc ça se fait... de manière non officielle, puisque je ne suis ni policier, ni magistrat, ni gendarme. Mais le département des sciences du comportement, qui existe à Pontoise au sein de la gendarmerie nationale, est composé de psychologues et de gendarmes. Et l'unité est d'ailleurs dirigée par une jeune femme, Marie-Laure Brunel, qui a eu la vocation, parce que c'est une ancienne, mais toujours lectrice, de mes livres, qui a eu la vocation de s'engager dans des études de psychologie au sein de la gendarmerie nationale. Et ces analystes comportementaux vont non seulement analyser la scène de crime, mais aussi faire de l'aide à l'audition. C'est par exemple leur unité qui a fait avouer Jonathan Daval dans le meurtre d'Alexia Daval à Gray, et qui travaille à plein temps aussi sur l'affaire de Nordal Lelandais, présumé tueur en série. Et qui font des recherches, des recoupements aussi avec les bornages téléphoniques, l'utilisation des cartes, bref, tout ce qui laisse des traces électroniques qui permettent de localiser un suspect sur les lieux d'une disparition, par exemple. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais le problème, quand on est confronté avec quelqu'un qui est aussi rusé et manipulateur qu'un Michel Fourniret, qui ne possédait pas de téléphone portable, qui n'utilisait jamais de carte bleue pour payer les péages autoroutiers ou son essence, qui payait tout en liquide, là, c'est extrêmement difficile de retracer son parcours, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on a une période entre 1990 et 2000 où il est actif de manière criminelle, mais on ne lui a encore imputé aucun crime, sauf Monique Olivier, qui indique l'avoir vu assassiner une jeune baby-sitter en août 1993. Et nous tous qui travaillons sur ce dossier, on est absolument persuadés qu'il a commis beaucoup d'autres crimes qui restent encore à découvrir, et peut-être l'enlèvement, la disparition de la petite Estelle Mouzin. Oui, qui reste effectivement une énigme jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Mais on peut quand même se poser légitimement quelques questions par rapport à Fourniret, qui a eu des déclarations ambiguës à un certain moment. Avant le procès en 2008, où il a écopé d'une vraie condamnation à perpétuité, il avait écrit à Éric Mouzin, le père d'Estelle, pour le rencontrer, ce que Éric Mouzin avait refusé, à juste titre, lorsqu'on est confronté à un manipulateur du style de Michel Fourniret. Depuis, il a écrit 2 courriers où il avoue en creux peut-être être impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin. Et dans le même courrier, il mentionne aussi en creux qu'il est peut-être impliqué dans les disparitions et assassinats de Marie-Angèle Domèche et Johanna Parish. Ces 2 derniers crimes, il va être jugé courant 2019 ou 2020. Michel Fourniret, il faut bien le comprendre, c'est un manipulateur, un menteur, mais il n'avoue pas tout, parce qu'il veut montrer qu'il garde la maîtrise de la situation. Mais quand il avoue, généralement... quand il avoue, il dit la vérité. Oui, c'est ça.
Donc on peut en conclure de ce que vous dites qu'il y a quand même eu des progrès considérables, avec beaucoup de retard, vous le signaliez tout à l'heure, notamment par rapport Ou de aux pays lenteur. anglo-saxons, beaucoup de lenteur, qu'on a aujourd'hui surmonté. Nous avons des outils d'enquête qui sont extrêmement précieux et qui permettent aujourd'hui des arrestations et des identifications pendant ce parcours criminel pour l'interrompre précisément. Voilà. Alors, il y a un problème dont on parle jamais, désolé. Oui, je donnerai la parole ensuite, oui, Jean-Pierre. C'est la conservation des scellés de justice. Aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, un peu partout à travers le monde, on a préservé de manière adéquate des vêtements de victimes et autres, des traces ADN. En France, très souvent, on les a stockés dans les caves de tribunaux, Dans de très les mauvaises greniers. conditions. Et quand on réexamine, quand on veut, avec les progrès de l'ADN, réexaminer ces dossiers, on s'aperçoit que ça n'est plus exploitable. Ce n'est plus exploitable. On le voit pour le double crime de Montigny-les-Metz. Celui qui avait été imputé à Patrick Dils dans un premier temps, qui a été acquitté. Et aujourd'hui, Francis Saulme a été condamné, n'est-ce pas? Oui, on n'est pas dans la préhistoire d'une affaire criminelle. On ne retrouve plus les vêtements des enfants, la pierre qui a servi à les tuer, le wagon de la SNCF où ils ont été tués a disparu. Donc tout ça est évidemment totalement préjudiciable à la résolution de cold case. Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il y a 2 points importants. Effectivement, la conservation de ce qui va permettre de prélever des empreintes génétiques, donc de morceaux de tissus, même de voitures. Moi, j'ai vu à Londres l'endroit où tous les policiers apportaient leurs échantillons, c'était incroyable. Ils apportaient des bouts de fil de voitures qui avaient servi à démarrer une voiture pour la voler. Bien sûr, beaucoup de textiles, notamment des parties de canapés ou d'autres. Et moi, j'avais proposé à l'époque, mais ça n'a pas été fait, actuellement, on stocke de manière, c'est la police, c'est la gendarmerie qui le fait, un double des échantillons qui ont été prélevés de salive pour constituer le fichier des empreintes génétiques. Et ce double, finalement, est complètement inutile. Et en plus, il y a quand même un risque, si jamais on avait un gouvernement, je dirais, qui a une vision exagérée de la sécurité, d'utiliser ces doubles pour faire des enquêtes pour les assurances. Est-ce que la personne risque une maladie, etc. Et ça prend beaucoup de place, et cette place devrait être réservée au stockage qui se fait de manière complètement aberrante, là où on peut. Je me souviens à l'époque, mais c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, c'était stocké quai des Orfèvres dans un petit coin, et après, ça se dégrade forcément. Et puis la deuxième chose, c'est que ça dépend beaucoup quand même aussi des enquêteurs. C'est-à-dire le facteur humain reste essentiel. Il y a des enquêteurs qui font un travail formidable, et puis il y en a d'autres qui le font moins bien, et ça aboutit évidemment à des disparitions ou à des crimes qui ne sont pas élucidés. L'opinion est particulièrement sensible lorsque un tueur en série ou un criminel ou un violeur, par exemple, qui a purgé sa peine, se retrouve quelquefois en liberté, sans véritable suivi socio-judiciaire et en situation de récidiver. C'est ce qui a motivé d'ailleurs à plusieurs reprises, l'intervention du législateur. Est-ce que vous estimez, je pose la question à Jean-Pierre Escarfaille et également à Stéphane Bourgoin, aujourd'hui que le système judiciaire, après une première condamnation, est suffisamment contraignant pour éviter qu'une récidive ne se commette aujourd'hui? Alors, les lois ont été votées
en particulier avec J'en ai notre connu action. quelques-unes, oui. Mais elles ne sont pas appliquées. La seule loi qui est complètement appliquée et automatique, c'est que quelqu'un qui demande une libération conditionnelle, et évidemment tous les gens qui sont condamnés à perpétuité la demandent au bout de la période de sûreté, qui est au maximum de 22 ans, mais il faut savoir que la moyenne de réclusion criminelle pour une perpétuité, c'est 17 ans. Donc, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire le nombre d'années effectivement effectuées, c'est 17 ans. Exactement. Et donc, quand il y a une demande de libération conditionnelle, maintenant, il y a quand même une procédure qui marche très bien. C'est-à-dire que la personne passe 6 semaines dans un centre d'évaluation, et là, il y a des psychiatres, des psychologues, et même les gardiens sont très efficaces dans l'avis qu'ils donnent sur la personne. Est-ce qu'elle a vraiment changé ou au contraire, c'est toujours la même. Et puis après, ça passe dans une commission, le dossier passe dans une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dont je fais partie pour Paris. Et là, on étudie le cas, on donne un avis, il y a aussi des psychiatres, des psychologues et un représentant des victimes. Et donc, on ne peut plus avoir, je pense, aujourd'hui, un cas comme Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, qui sort de prison et 2 jours après, il tue de nouveau de jeunes filles. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près est-ce qu'il faut fiabilisé. Vous voulez peut-être préciser quelque chose? Non, c'est un système qui fonctionne depuis des décennies. Au Québec, en Suisse. Là aussi, on a pris le train avec beaucoup de retard. Oui, de labellisation, quand quelqu'un est labellisé délinquant dangereux, même s'il a purgé sa peine, on ne va pas le relâcher au sein de la société. C'est ce que nous avons fait, nous, en 2008, avec la loi de rétention de sûreté. Voilà. Exactement. Mais alors, ça c'est absolument pas appliqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui est encore, mettons quelqu'un qui est condamné à 20 ans, à 10 ans, il va demander une libération conditionnelle. Bon, elle ne va pas être accordée tout de suite, mais peut-être qu'il va sortir au bout de 12 ans. Et là, la procédure est à peu près correcte. Mais après 20 ans, il ne reste rien. Le type est complètement libre de ses mouvements. On l'a vu d'ailleurs avec l'horrible histoire dans le Nord, cette petite qui a été assassinée il n'y a pas si longtemps. Le type était resté tranquille pendant une dizaine ou plus d'années. David Rameau. Voilà. Et donc, là, il y a une seule loi, il y a 2 lois qui sont applicables, mais non appliquées. C'est ce qu'on appelle la surveillance de sûreté, qui permet, tout en laissant le type en liberté, de l'obliger à aller tous les mois, par exemple, au poste de police. Et ça, c'est un éventuellement porter un bracelet électronique aussi. Et ça aussi. Oui. Et la rétention de sûreté, où là, le type est considéré comme extrêmement dangereux et il peut être mis en prison. Je crois qu'il y a 2 personnes en France dans ce cas-là. Il y en a 40 en Suisse, pour un pays qui est 10 fois plus petit. Voilà. Donc là, on a fait des progrès sur la partie, je dirais, parce que, au fond, où le type a été jugé. Après, la difficulté dans ce type d'affaires, selon vous, est-ce pas le fait qu'on a affaire à des personnalités qu'on pourrait qualifier de psychopathes, mais qui sont parfaitement conscientes des actes qu'elles commettent? Ce ne sont pas des fous au sens psychiatrique du terme, absolument. Stéphane Bourgoin. Non, 98% des tueurs en série sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes. Ce sont des psychopathes et non des psychotiques. Autrefois, on disait fous ou irresponsables. Le psychopathe, c'est un trouble du comportement. La psychopathie, ce n'est pas une maladie mentale. C'est quelqu'un qui chosifie, dépersonnalise ses victimes, qui n'a pas d'empathie, pas de remords et aucune culpabilité. Michel Fourniret déclare d'ailleurs: le mot remords n'existe pas dans mon vocabulaire et les familles de mes victimes devraient me remercier parce qu'après avoir violé leur fillette et leur enfant, je leur évite un traumatisme à vie en les assassinant.
Oui. Donc les familles devraient me remercier chaleureusement. Oui, c'est ce que vous dites notamment dans votre postface, dans votre livre, que de tous les criminels en série que vous avez étudiés, vous n'êtes pas sorti indemne de l'affaire Fourniret. Non, j'ai écrit les dernières lignes de cet ouvrage. D'habitude, Oui. je n'évoque pas mes sentiments personnels, Oui. mais là, j'indique, et à ce jour d'ailleurs, je ne suis toujours pas remis de l'écriture de cet ouvrage. Oui. Et pourtant, des tueurs en série. J'en ai rencontré 77 depuis 40 ans. Alors, j'ai une question à vous poser. Quel est le tueur en série le plus démoniaque, je pourrais dire, même si vous n'avez pas l'expression d'un monstre, que vous avez eu à connaître dans votre expérience? Alors, Est-ce que c'est aux États-Unis? Oui, c'est aux États-Unis. Gérard Schaeffer, Gérard Schaeffer. qui était policier au moment, shérif adjoint, où il a été suspecté de 34 meurtres. Dès l'instant, je l'ai vu pendant 4 jours, où je me présente face à lui, alors qu'il n'a pas prononcé un mot, qui est charmant, souriant. J'ai ma colonne vertébrale qui s'est totalement bloquée, la chair de poule, et j'ai eu l'impression d'être face au mal avec un M majuscule. Et c'est une impression qui ne m'a jamais quitté pendant les 4 journées. Il y a sur YouTube, si vous tapez mon nom à côté de celui de Gérard Schaeffer, vous verrez 11 minutes 30 de mon entretien. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui regardent, notamment les 2 dernières minutes, sont aussi frappées. À tel point que lorsque j'ai écrit un livre sur Gérard Schaeffer qui s'appelle Sex bis chez Grasset, il a été assassiné en 1995 par un codétenu. Moi, j'ai écrit ce livre en 2014. J'ai voulu retranscrire toutes mes 4 journées d'entretien. Dès que j'ai mis la vidéo en marche, mon corps s'est souvenu, à 24 ans de distance, des mêmes impressions. J'ai dû couper l'image pour ne garder que le son de sa voix afin de retranscrire mon entretien avec lui. Ouais. C'était assez impressionnant de voir que même un spécialiste comme vous, avec l'habitude, entre guillemets, que vous avez de les rencontrer, certains de ces individus ne peuvent pas laisser indifférents pour le reste de votre vie, en quelque sorte. Ils vous ont profondément marqué. Ah, tout à fait. Hein. Ouais. La plupart du temps, oui, j'arrive à gérer ce type d'entretien, j'arrive à me protéger. Je dors très mal 1 ou 2 jours avant de les rencontrer, non pas par crainte physique, mais par peur de rater l'entretien, de prononcer une parole qui va fermer la porte de communication. Mais la plupart du temps, j'arrive à créer un lien, entre guillemets, à devenir leur confident, voire leur ami, et ils m'avouent même des crimes dont ils n'étaient même pas suspectés au départ par les autorités. Est-ce que vous avez fait également, Stéphane Bourgoin, des recherches un peu plus d'histoire judiciaire, je dirais, sur des grands tueurs en série comme Jack l'Éventreur, par exemple? Bien sûr. Est-ce que vous avez des choses à... Vous avez pu apporter des choses là-dessus? Alors sur Jack On l'Éventreur... ne l'a toujours pas identifié. Non, moi-même j'ai écrit le livre rouge de Jack l'Éventreur et je termine mon ouvrage par un point d'interrogation. Par contre, j'ai pu, après 18 années de recherche, identifier un cold case célèbre aux États-Unis, c'est-à-dire le crime du Dahlia noir. J'ai découvert que le même assassin avait tué 20 autres personnes et le FBI a accepté d'être cité pour dire que j'avais très probablement résolu cette affaire. Et là, je travaille en ce moment même sur 2 cold cases, le tueur du Zodiac à San Francisco et un tueur en série parisien, le Grêlé, que je pense avoir identifié. Qui est celui-ci, le Grêlé? Il a tué une fillette, Cécile Bloch, puis ensuite il a tué un couple dans le Marais, Politi et Muller, avec des rituels de crucifixion. Et très bizarrement, ces crimes vont en décroissant. C'est-à-dire que d'habitude, les crimes vont augmenter au niveau de la violence. On possède son ADN.
On a son portrait robot, parce qu'il a le visage ravagé par une sorte d'acné, d'où le nom du grêlé, mais jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais identifié. Je pense avoir trouvé un certain nombre de témoignages qui vont peut-être me mener, et je même très sûrement, puisque je pense avoir identifié le tueur qui se serait suicidé il y a un certain nombre d'années à Versailles. C'était tout ça, Ça me évidemment. semble montrer l'importance de l'enquêteur. L'importance de l'enquêteur et de la spécialisation dans ce type de... Absolument. Alors, le temps avance, on aurait beaucoup de choses à évoquer encore. Nous arrivons quasiment à la fin de cet entretien. Jean-Pierre Escarfaille, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir aujourd'hui, et ce sera un peu le mot de conclusion en ce qui vous concerne, mise en œuvre pour encore renforcer cette lutte contre ces tueurs en série, évidemment pour protéger des personnes qui la plupart sont vulnérables. C'est souvent des enfants ou des jeunes, bon, ça fournirait notamment. Qu'est-ce qui manque encore dans notre pays, dans notre législation, dans nos outils, dans nos moyens, pour encore accroître notre sécurité face à des personnalités aussi troubles? Ouais. Alors, je pense qu'au niveau de l'enquête, c'est très difficile de faire encore des progrès, sauf avoir des enquêteurs vraiment motivés. Au niveau, en revanche, des sorties de prison, là, il reste vraiment quelque chose à faire. C'est tout simplement appliquer une loi, la surveillance de sûreté, voire la rétention de sûreté, mais qu'au moins la surveillance de sûreté soit de pleine application, qu'elle ne soit pas soumise à la bonne volonté du juge d'application. Est-ce que vous l'avez dit cela, vous m'avez fait la confidence tout à l'heure, à la première dame de France, donc Madame Brigitte Macron, qui vous a reçu et qui vous a adressé un courrier? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ce courrier faisait suite au livre que je lui avais envoyé, et c'était un courrier vraiment très sympathique. L'entretien que nous avons eu a été un petit peu précipité parce que elle a eu une journée très chargée. Donc je ne lui ai pas parlé directement de ça, mais j'en ai parlé pas plus tard qu'hier à un membre du cabinet de Madame Belloubet, notre ministre de la Justice, en lui disant que vraiment, à la surveillance de sûreté, il fallait que ça soit une mesure quasi automatique. Systématique. En tout cas, que nos commissions puissent la recommander. C'est-à-dire que actuellement, nos commissions disent oui ou non à la libération conditionnelle, mais on ne peut pas recommander de mesures ultérieures. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Voilà une proposition sur la table qui est très, très concrète, très précise. Tout à fait. Toujours une surveillance judiciaire permanente, systématique, au moment d'une éventuelle libération. Exactement. Très bien. Stéphane Bourgoin, pour vous, alors peut-être au niveau de l'enquête, est-ce que vous voyez encore des choses à améliorer? Alors, je dirais au niveau, à l'échelon européen et mondial, ça se pratique déjà entre certains pays, c'est l'échange de fichiers d'empreintes génétiques, de faire en quelque sorte pot commun, parce qu'on se rend compte, ça c'est une statistique personnelle, qu'un tiers des tueurs en série européens tuent au moins dans un autre pays que le leur. On a eu le cas de routiers, notamment le routier allemand Volker Eckert, qui a tué dans 5 pays différents. Unterweger, un tueur en série autrichien qui a tué aussi sur des continents différents. D'où nécessité d'un meilleur... On peut parler de Fourniret, que vous disiez tout à l'heure, entre la Belgique et la France. Oui. Parce que, par exemple, Michel Fourniret, première condamnation en 1966, il commet ses premiers meurtres en 1987, il va ensuite s'installer en Belgique, il travaille officiellement dans une école comme surveillant. Invraisemblable. Et son casier judiciaire avait été effacé, ne suit pas non plus. Donc tout ça... c'est toujours le manque de moyens et le manque de communication entre les différents pays qui permet à ce type de criminels sexuels de proliférer.
Je vous remercie, messieurs. Je rappelle vos ouvrages, donc Stéphane Bourgoin, L'Ogre des Ardennes, paru aux éditions Grasset, dont je vous recommande véritablement la lecture et qui est en pleine actualité. Et puis ce très très beau livre de Jean-Pierre Escarfaille, Assassiné, tu vis dans l'éternité. C'est une réflexion très philosophique, Jean-Pierre, sur la vie, sur la mort. Vous voulez dire un mot? Parce que j'étais très touché par ce livre. Très volontiers. En fait, après cette période de beaucoup d'années où je me suis battu pour améliorer notre système judiciaire, j'ai commencé aussi à me dire, je suis quand même un peu à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Et n'étant pas très religieux, j'ai trouvé un moyen de retrouver Pascal, ma fille, à travers, bizarrement, la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, dans cette théorie, le temps est une dimension de l'espace. C'est-à-dire que Pascal est là, mais dans une autre pièce, on ne peut pas communiquer, mais je sais que je la retrouverai. Sur cette parole très touchante et émouvante, je tiens à vous remercier, l'un et l'autre, d'avoir participé à cette émission, Stéphane Bourgoin, Jean-Pierre Escarfaille. Merci. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission d'Agora Mag, Fenech Security Talk, et je vous remercie de votre attention.